Il y a 41 ans, le 12 avril 1961, le jeune Youri Gagarin entrait dans l'histoire en effectuant un vol de 108 minutes dans l'espace. Quelques années plus tard, le 21 juillet 69, c'est un Américain, Neil Armstrong, qui effectuait un premier pas sur la Lune. Depuis, on le voit, depuis l'aventure spatiale n'a guère connu d'événements aussi marquants pour l'humanité. Alors serions-nous blasés? L'ambition des conquérants de l'espace s'est-elle endormie? Qu'est-ce qui pourrait de nouveau nous faire rêver? Autant de questions que nous avions envie de poser au deuxième Français à sortir de l'atmosphère terrestre, Patrick Baudry. Et ça tombe bien, aujourd'hui il est à Lyon pour rencontrer le public du planétarium de Vaux-en-Velin ce soir à 20h30, où il présentera aussi son livre intitulé « Le rêve spatial inachevé ». Le livre que voici, qui vient de sortir aux éditions Talendier. Merci d'être avec nous, merci, Patrick Baudry, aujourd'hui. Et on va se refaire un petit plaisir. On va revoir ces images de Neil Armstrong qui pose un premier pied sur la surface de la Lune. C'est une image qu'on a tous vue 50 fois. Et moi, j'aimerais savoir, même si vous l'avez déjà beaucoup vu, quel effet ça vous fait de les revoir chaque fois? Le même effet, à l'exception près que je connais bien Neil Armstrong. Je l'ai amené voler récemment sur les Pyrénées, vous voyez, et il pilote encore très bien. Et ça fait quoi de rencontrer ce monsieur? Pour moi, c'est quelqu'un, bien sûr, que j'admire beaucoup, mais également que j'envie beaucoup. Et on espérait à une époque, il n'y a pas très longtemps, il y a 15 ans, qu'on pourrait suivre ses traces, c'est-à-dire retourner sur la Lune, y travailler, y établir une station spatiale, une base spatiale permanente. Et malheureusement, ces espoirs et ces projets n'ont pas été concrétisés. Et aujourd'hui, on a entamé un nouveau siècle, on est au 21e siècle, et vous l'avez très bien dit, je dis Youri Gagarin, c'était il y a 41 ans, et on a l'impression d'être encore à l'époque de Youri Gagarin. C'est-à-dire on a effacé Neil Armstrong en quelque sorte, c'est assez paradoxal. Alors c'est ce que vous dites dans ce livre qui raconte quand même toute cette... j'avais parlé d'Odyssée, il fait référence à l'Odyssée de l'espace, mais c'est un petit peu ça, toute cette conquête spatiale, tout ce qu'il a préparé, puis toute son histoire. Et c'est vrai qu'entre-temps, il ne s'est pas passé grand-chose, et puis on a beaucoup banalisé les vols, c'est devenu commercial, et d'ailleurs ça l'est. Oui, si on va dans l'espace aujourd'hui, l'aspect commercial est tout de même une bonne chose, bien sûr. Ce qui est plus regrettable, c'est de voir que l'aspect purement scientifique et ambition, découverte, avancée, devient de plus en plus absent. On continue à tourner sans fin autour de la Terre, alors que, comme le disait Tsiolkovsky, c'est un des personnages que j'essaye vraiment de bien décrire dans mon livre, parce que c'est lui qui est à l'origine de toute cette aventure spatiale. Tsiolkovsky disait l'homme, le berceau de l'humanité est la Terre, et on ne voit pas quelqu'un qui reste dans son berceau toute sa vie. Et donc l'humanité est destinée à aller plus loin, à aller vivre ailleurs, à aller de plus en plus loin dans l'univers. Et aujourd'hui, bon, dans une virgule du temps, soyons justes, parce que quelques années, voire quelques dizaines d'années n'ont pas grande importance. Néanmoins, on peut regretter que, étant donné l'effort financier qui est consenti encore aujourd'hui, on n'en profite pas pour aller plus loin et pour continuer à avancer. Alors c'est vrai qu'on tourne un petit peu en rond, mais j'aimerais néanmoins savoir ce que vous pensez d'un événement qui est dans l'actualité, puisque ce matin, il était je crois 6h et quelques du matin, un Sud-Africain s'est envolé de Baïkonour, on va d'ailleurs en voir les images, il s'appelle Mark Shuttleworth, c'est un milliardaire, il a payé 20 millions de dollars pour se faire le plaisir dans l'espace. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous y voyez quand même la passion de quelqu'un pour l'espace ou la facilité de l'argent de quelqu'un qui a beaucoup d'argent? Beaucoup de joie et beaucoup de satisfaction, parce que l'orbite basse autour de la Terre, qu'on a explorée depuis plus de 40 ans, donc, est vraiment optimisé lorsqu'on l'utilise pour faire du tourisme, c'est-à-dire pour vivre quelque chose sur le plan humain d'exceptionnel, de très enrichissant. Et c'est ce que fait aujourd'hui Mark Shuttleworth, et je trouve qu'il a bien raison, dépenser 20 millions de dollars lorsqu'on le peut, bien sûr, pour vivre quelque chose de cette dimension. Je le comprends tout à fait, c'est une excellente utilisation des moyens qui sont mis en œuvre et de l'orbite basse autour de la Terre. Je crois que c'est la meilleure utilisation qu'on puisse faire aujourd'hui de l'orbite basse en ce qui concerne les vols habités, le tourisme. Alors dans votre livre, vous parlez de ces passionnés qui ont été le moteur de cette conquête de l'espace. Vous parlez un peu aussi de tous ces, on va dire, ces politiques médiocres qui n'ont pas d'ambition, qui n'ont pas de vision. Est-ce que finalement, ce ne sont pas des personnes comme ce milliardaire qui vont pousser les politiques à aller plus loin, justement pour le plaisir? Oui, peut-être. En tous les cas, je le souhaite. Je souhaite que cela provoque un réveil, un sursaut. Car, vous savez, pour que l'homme soit justifié dans l'espace, il faut qu'il amène trois choses essentielles. La première, c'est bien sûr une avancée scientifique.
Une avancée de nos connaissances, c'est quand même le but derrière tout cela. Une avancée technologique, étant donné les sommes investies et les efforts que l'on y consacre, c'est la moindre des choses que d'avoir des retombées technologiques et de faire avancer le reste de l'industrie et notre vie sur Terre. Et puis le troisième paramètre qui est essentiel, c'est le rêve. Car l'homme dans l'espace, c'est avant tout aussi nos rêves, il est porteur de nos rêves. Et aujourd'hui, tout ceci est singulièrement absent. Alors les touristes, disons Mark Shuttleworth, Denis Tito et ceux qui vont suivre, peut-être nous feront nous rendre compte mieux et surtout peut-être réveilleront nos politiques. Quoi qu'on dise, nos politiques aujourd'hui, c'est un mot qui est galvaudé, qui ne correspond plus à la réalité, puisqu'il n'y a plus de vision. Et c'est cette vision qui manque aujourd'hui. Les hommes sont là, je veux dire, les astronautes d'aujourd'hui sont aussi volontaires, enthousiastes, passionnés, courageux que hier. Il y a des Gagarines aujourd'hui? Il y a évidemment des Gagarines aujourd'hui, évidemment. Est-ce que vous en seulement, étiez ils ne peuvent pas s'exprimer. Est-ce que vous en êtes un ou est-ce que vous en étiez un au moment où vous êtes allé dans l'espace? On va revoir ces images aussi, la navette Discovery, c'était en juin 86. Nous sommes tous des enfants de Gagarine, en quelque sorte, parce que nous sommes tous des passionnés et on a, disons, consacré l'essentiel de nos efforts dans notre vie à participer à cette aventure de l'espace. Et lorsque nous sommes arrivés à la Cité des Étoiles avec Jean-Luc Chrétien en 79, donc en Union soviétique, on est vraiment entré comme en religion. Les Cités des Étoiles, c'était la Mecque de l'espace habité. On y a rencontré les hommes qu'on admirait le plus, les Alexis Leonov, enfin tous ceux qui faisaient vivre cette aventure et que j'ai eu la chance de rencontrer de l'autre côté américain par la suite. Alors on parlait de rêve, vous parliez de rêve tout à l'heure. Est-ce que vous l'avez réalisé, votre rêve, ce jour-là, entrer dans l'espace, aller dans l'espace? C'est quelque chose d'inouï? C'est au-delà de l'imagination? Oui, bien sûr, c'est un rêve que j'ai réalisé, que j'ai eu le privilège de réaliser, parce que c'est quelque chose qui dépasse tout ce que l'on peut vivre par ailleurs. Cette vision de la Terre que l'on découvre là en ce moment, c'est quelque chose de très particulier. Vous savez, pour un être humain, contempler sa planète de l'extérieur de cette manière, c'est quelque chose de fabuleux, qui vous fait prendre conscience de beaucoup de choses. On a peur à ce moment-là? Non, peur, non. À vrai dire, ça dépend de chacun. Moi, la peur, c'est quelque chose que j'ai ignoré jusqu'à présent. Alors, j'espère toujours la découvrir avant ma mort. Mais pour l'instant, non. Je suis toujours dans ce genre de projet, disons, de travail. Je suis toujours très concentré sur ce que je fais. Et surtout, j'essaye de profiter au maximum sur le plan humain, sur le plan de la poésie, de la philosophie qui se dégage de tout ça. J'essaye d'en profiter au maximum. Donc, la peur, elle n'a pas fait partie de mes bagages. Ou alors, la peur, oui, de ne pas partir. Parce que j'ai eu 13 reports ou annulations de tir, chez les Russes comme chez les Américains. Disons, Brejnev, qui est mort, je vous le rappelle, en novembre 82, a fait que le vol que je devais réaliser avec les Soviétiques à l'époque a été annulé. Et c'est la raison pour laquelle j'ai volé avec les Américains. Alors moi je renvoie tous nos téléspectateurs, parce qu'on vous écouterait parler pendant des heures, y compris parler de cette, je vous trouve très sévère dans le livre, mais sans doute à juste titre, de cette station internationale qu'on est en train de construire, qui va te coûter 100 millions de dollars, et dont vous dites que c'est 100 milliards de dollars, oui, pardon, et dont vous dites que c'est de l'argent fichu à la poubelle. Oui, pratiquement, oui. Ouais. Oui, je crois que c'est vraiment un gâchis de compétences, d'hommes et d'argent, parce qu'on pourrait faire beaucoup mieux avec de tels budgets. Alors au-delà de ce constat, je renvoie nos téléspectateurs à votre livre, Le rêve spatial inachevé, aux éditions Talendier, qui nous permet de rêver, puis de penser à l'avenir aussi. Puis je rappelle qu'on vous rencontre ce soir, si on le souhaite, au Planétarium de Vaux-en-Velin, c'est à partir de 20h30.